merci de bon. Voilà, je vois que ces notions amènent beaucoup de questions, font rêver aussi. Alors je me tourne un peu vers les auteurs de science-fiction. Effectivement, quand on crée un univers de science-fiction, si on crée un univers, l'univers, on est obligé de se transporter dans ce monde. Comment vous, alors peut-être l'abordage en premier, comment vous avez intégré ces notions, comment dans votre œuvre, je vais vous dire une réponse d'auteur. Je les ai intégrés comme j'ai pu. C'est-à-dire, moi je ne suis pas de formation scientifique, mais de formation littéraire, donc j'ai des notions scientifiques. Évidemment, il a fallu que je m'intéresse un peu à l'astrophysique quand j'ai commencé à faire la science-fiction, parce que j'avais tendance à mettre un peu de conneries sur mes manuscrits, et puis mon éditeur me rate en me disant Pierre, ceci n'est pas possible pour telle et telle raison. Et je dis oui, mais c'est joli mon système, oui, mais ça marche pas. Donc voilà, tu réfléchis sur un autre système qui soit à peu près viable. Donc il a fallu que j'acquière quelques notions de base d'astrophysique. Et au moins le pari pour l'auteur de science-fiction, puisqu'il y a un mot science en science-fiction, c'est d'essayer de respecter au maximum les théories scientifiques connues et reconnues. Donc ça, on part déjà de ce principe-là. Après, c'est l'observation. L'observation nous permet certaines choses, nous permet de dire certaines choses, mais elle a ses limites, puisque nous sommes limités par nos sens, et qu'à un moment, c'est un autre relais, un autre organe, pas un organe, un autre outil qui prend le relais, ça s'appelle l'imagination. Et voilà, alors quand on nous dit trou noir, ça excite énormément l'imagination. Cette possibilité de passer d'un endroit de l'univers à l'autre en utilisant une sorte de raccourci, si j'ai bien compris, ce serait le trou vert, oui, c'est plutôt le trou vert qu'on dit le rendre, c'est des raccourcis qui nous permettent de... Parce qu'évidemment, quand on est dans la science-fiction, ne veut pas dire forcément space opéra, parce qu'il faudrait redéfinir tout ce qu'est la science-fiction et qu'il y a de l'anticipation, il y a de l'uchronie, il y a plein de choses. Il y a aussi de la science-fiction qui s'intéresse au passé, enfin, la science-fiction très riche. On est dans le thème space opéra. Space opéra, ce sont des aventures qui se déroulent à l'échelle galactique. Parfois simplement systémique, mais souvent à l'échelle galactique. Et donc on est confronté à un problème majeur pour les auteurs de science-fiction, qui est le transport, puisque d'un seul coup les distances deviennent énormes. Donc il faut trouver des systèmes, et connaissant les théories d'Einstein et tout ça, où on ne peut théoriquement parler plus vite que la vitesse de la lumière, où c'est carrément impossible. Et donc il faut trouver des systèmes qui nous permettent de ne pas passer notre temps à décrire des voyages. Ce serait ça, finalement. Des siècles et des millénaires à faire des voyages, et à un moment c'est un petit peu galant, quoi. Donc il faut qu'on trouve des systèmes. Alors, on entend trou noir ou trou de verre, super, un système, c'est génial. On va pouvoir nous y aller dedans, parce que l'imaginaire le permet, peut-être pas l'observation mais l'imaginaire, donc on va foncer dans le trou noir, on va aller dans le tunnel et on va passer de l'autre côté, super. Énergie noire, ah oui, il faut de l'énergie pour que les vaisseaux fonctionnent et sur des longs voyages d'années, etc. Bah, où est-ce qu'on puise l'énergie? Bah oui, il y a de l'énergie noire, donc voilà, on va prendre de l'énergie noire. On ne sait pas comment ça marche, mais ce sont des termes scientifiques. Ça veut dire qu'on a entendu les astrophysiciens parler d'énergie noire, de trou vert, de trou noir. Et donc, on est bien finalement dans le pari, enfin dans le pacte qu'on passe avec le lecteur, c'est qu'on va plutôt utiliser des notions scientifiques ou pseudo-scientifiques, énergie noire, etc., plutôt que force des esprits. Là, ça deviendra de la fantaisie. C'est-à-dire que nos vaisseaux ne fonctionnent pas avec la force des esprits, mais avec peut-être de l'énergie noire, et qu'on raccourcit les distances grâce au trou vert, etc., etc. Donc ce sont des notions peut-être très mal comprises et mal intégrées, enfin peu importe, parce que de toute façon on n'est pas encore on est au stade théorique, donc on a quand même une grande liberté d'imaginaire là-dessus. Et donc voilà, on va utiliser plutôt ces principes-là qui sont des principes pseudo-scientifiques qui vont faire que le pacte de passer avec le lecteur sur science-fiction fonctionne. Là je ne sais pas si Laurent sera d'accord avec moi ou pas. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que le trou noir, c'est un objet qui a été... c'est un objet astrophysique donc, qui est avéré. Le trou de verre, ça reste une hypothèse, jusqu'à preuve du contraire. Donc on est... or, l'ASF utilise les trous de verre depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années. Donc c'est un objet déjà science-fictionnel, en fait, à la base. Et qui montre un peu la porosité, les allers-retours entre la science et la SF. Le trou noir, c'est
enfin, si j'ai bien compris, ça nous protège d'une singularité, enfin, c'est une interface entre l'univers de la physique classique et relative, enfin, de la relativité générale, et puis une autre physique. Ça, dans la SF, ça a été utilisé à partir à peu près au même moment où les hypothèses ont été formulées. Et pour l'auteur de SF, ça a souvent été soit une sorte de l'équivalent des vortex dans les récits marines du XVIIe siècle, etc. C'est-à-dire des sortes de gouffres qui avalaient les vaisseaux. Donc là, c'est des sortes de gouffres qui avalent des vaisseaux spatiaux. C'est aussi une source d'énergie dans certains récits de SF, puisque avec le disque d'accrétion qu'on trouve autour du trou noir de particules accélérées ou de matière accélérée, on sait que les trous noirs peuvent émettre de l'énergie. Donc ça peut être utilisé dans certains récits de SF comme propulseur, par exemple, pour des micro-trous noirs. C'est aussi pour le cinéma une sorte de vision de l'enfer. C'est pour ceux qui ont vu le film Trou Noir des productions Disney ou Event Horizon de Paul Anderson ou de c'est Paul Anderson. C'est un passage vers une autre dimension, et donc une dimension qui peut être métaphysique. Et donc là, pour le coup, c'est l'enfer, dans la mythologie chrétienne, pour le coup de Disney. Donc c'est effectivement le trou noir, c'est que, comme tu disais, c'est une part de terrain incognita. Le terme noir, c'est aussi le noir sur la carte, c'est aussi le symbole de l'inconnu. Alors que le trou de verre, c'est vrai qu'on est dans une toute autre problématique. On est, depuis les années 60, il y a, avec Ursula Le Guin, qui avait imaginé des ensembles, qui sont des sortes de portails, enfin de trous de verre, quoi, qui sont en orbite autour de systèmes stellaires et qui permettent le voyage instantané. Le thème du trou de verre, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment un thème, mais en tout cas l'objet trou de verre, c'est vraiment parce qu'à la base c'était finalement un thème art science, c'est-à-dire qu'on avait besoin enfin les auteurs à connotation scientifique avaient besoin de trous de verre pour montrer que le voyage était possible, mais sans avoir besoin de dépenser une énergie infinie ou générer des paradoxes temporels avec des vaisseaux allant plus vite que la vitesse de la lumière, etc. En fait, c'était une optique art science à la base, le trou de verre. Et puis petit à petit, il a infusé dans le reste du space opéra, de ce genre de truc, et c'est devenu, comme tu dis, une sorte un peu de portail magique qui permet d'aller d'un point A à un point B de façon instantanée, un peu comme des magiciens qui arrivent à se téléporter comme ça. Quoi. Donc c'est devenu un objet magique, alors qu'à la base, ça faisait partie de l'art science, enfin de la SF à vocation scientifique. L'exemple le plus poussé, c'est la maison dans Hyperion, la maison créée par Dan Simmons, où le type change de pièce et change de planète. Ouais. Qui était une référence à la maison discordue de Heinlein. On imagine une maison fabriquée en forme de tesseract, c'est-à-dire d'hypercube, où les pièces se développent dans d'autres dimensions. Ouais. La série ou le film Stargate, c'est ça. Alors Stargate, oui, c'est typiquement le type de récit avec des trous de verre. Voilà. C'est dans cette série, sur le dit, qui appelle un pont de Einstein-Rosen-Podolsky. Oui, exactement. Mais la SF l'utilisait déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça a officialisé dans le grand public le terme trou de verre, c'est sûr. Et pour réagir justement à ce que tu m'as dit, qui est très intéressant sur le rôle du langage posé par le scientifique qui fondera une légitimité scientifique, une auteur de science-fiction qui disait que pour voyager, un trou noir, un trou de verre semble plus légitime que les forces de l'esprit. Et sur la deuxième chose, à quoi peuvent servir les trous noirs, je voulais faire je trouve ça très intéressant. Et sur ce deuxième point, sur les remarques. Ce qui est intéressant, si on élargit déjà le débat, et que justement on envisage l'intérieur des trous noirs fait intervenir essentiellement parce que la courbure devenant infinie,
implique que la description ne peut plus rester classique, au sens non pas classique relativiste, mais classique quantique. La description à l'intérieur d'un trou noir doit être quantique. C'est pour ça que souvent les descriptions d'intérieur du trou noir se situent à plusieurs dimensions. Pour une raison simple, c'est que pour décrire, comme le trou noir est un objet purement gravitationnel, une description quantique gravitationnelle nécessite une théorie quantique de la gravitation, ce dont nous ne disposons pas. Pour une raison bien particulière, qui est ce qu'on appelle que la théorie, la relativité générale en particulier, n'est pas renormalisable. C'est-à-dire qu'il apparaît dans cette théorie des infinis, ce sont des infinis d'une nature différente des singularités dont on parle là, dont on ne sait pas se débarrasser et qui n'ont pas véritablement, et dont on ne sait pas donner un sens physique. Par contre, lorsqu'on étend sous certaines conditions, très prudent avec les théories de la gravitation à des dimensions supérieures, on peut résoudre le problème de renormalisation de la théorie. C'est-à-dire des choses qui pouvaient apparaître infinies ne le sont plus, parce que d'une certaine façon, elles sont renvoyées de ces dimensions supérieures. C'est pourquoi souvent l'intérieur des trous noirs est décrit à des dimensions, avec des dimensions supérieures aux 4 dimensions, aux 3 dimensions d'espace. Et donc ça, c'est aussi un outil très utile, j'imagine, à la science-fiction, parce que l'accès au trou noir, le passage par un trou vert, peut immédiatement, et d'une certaine façon, au moins c'est fondé par les travaux qui sont faits, nous faire accéder à des dimensions supérieures. La proposition que j'avais envie de faire, c'était la suivante.